bonjour, merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Merci aux entreprises qui ont fait des efforts à tout point de vue. On a combien de kilomètres? 6. Le parc est très heureux de vous recevoir. Pour certains, j'ai reconnu certaines personnes, c'est plusieurs fois qu'ils viennent. Et pour les premiers, j'espère les revoir prochainement dans le parc, alors soit sur un bateau, soit à pied, soit à vélo. Si vous voulez vraiment être dépaysé, il faut aller carrément à l'est du parc, où là, vous êtes complètement paumé. On a l'impression d'être vraiment au milieu du désert, au milieu de l'Australie. Et vous aurez peut-être de la chance de voir du gibier, du gibier, des chevreuils. Sanglier, ça m'étonne. Blaireau non plus, mais chevreuil, on en voit, pas de problème. Pour moi, c'est happy bâtisseurs. C'est des bâtisseurs qui sont heureux. Donc, je suis d'abord ravi de voir que ce projet, mis en œuvre par Acta Qualité, mobilise autant de monde sur les enjeux de la RSE, puisque ça correspond complètement à la direction que veut prendre Constructis et sur les enjeux futurs de la profession et des salariés du BTP. C'est donc un enjeu fort et donc, comme pour tout projet, pour le mettre en œuvre, pour le réaliser, il faut des idées, de l'audace. Et puis, il faut aussi des financements. C'est pour cela que, pour rendre le projet viable, Constructis est allé mobiliser des financements européens auprès de la Directe et avec le Fonds social européen qui contribue à la réalisation de cette action. L'abeille n'aurait pas existé si l'arbre n'avait pas décidé de fleurir. Et il y a une coévolution entre l'abeille et la fleur. Donc ici le rucher de production, puisque le Grand Parc vend son miel, en vend, en offre, et c'est aussi un outil de promotion des activités du parc. Et pourquoi sur cet emplacement? Parce que cette prairie que vous avez derrière moi est inculte, elle est très peu fertile, et donc l'idée du Grand Parc au départ, c'était de la remettre en valeur en y plantant des plantes mellifères. Donc les plantes se sont débrouillées pour attirer les pollinisateurs, et pour attirer l'abeille, enfin tous les pollinisateurs, la plante a créé le nectar. Le nectar, c'est un liquide sucré qu'elle sécrète à la base du pistil et qui permet à l'abeille de se nourrir et à l'abeille surtout de venir dans la fleur. Ces entreprises, il y en a pas mal qui sont à l'extérieur de Lyon, qui ont certainement soit les parents, soit les grands-parents qui ont eu un jardin. Et moi, j'ai bon espoir que ça trottine dans la tête, quoi. La semaine dernière, j'étais dans une entreprise de charpente toiture. Il y avait un essaim d'abeilles, justement, en toiture. Bon, ils étaient tous déconcertés de pas savoir quoi faire, ils ne voulaient pas abîmer. En même temps, regardez l'essaim, c'est d'une structure extraordinaire, quand même. C'est de la construction. Donc, quelque part, ça les touche. De regarder cet essaim qui est parfaitement régulier, qui a nécessité des ors à l'extérieur, à l'intérieur, quand même, ça les touche. Donc dès qu'il y a une abeille qui sort, les autres, elles viennent l'aider. Le trou devient vide, elle le nettoie et la reine repond dedans. Là, vous avez des larves éventuellement, si vous voulez zoomer, des larves qui ne sont pas encore operculées. Donc des futures jeunes abeilles. Ce qui vaut mieux, c'est lisser les récoltes dans l'année. Donc la polyculture, c'est bien pour ça, parce que vous n'avez jamais des gros à-coups, mais il y en a tout le temps un petit peu. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que quand vous achetez un miel monofloral, ce sera acacia, lavande, châtaignier ou sapin. Ils ne sont pas 100% monofloral. Comment on s'arrange pour pratiquer ça? Vous avez une grosse floraison d'acacia, donc qui va être une plante très attractive. Les abeilles vont beaucoup aimer, donc elles vont aller préférentiellement recueillir de l'acacia. Mais pendant ce temps-là, vous avez aussi de l'aubépine qui est en fleur. Et vous aurez toujours une ou deux tordus qui vont aller butiner sur l'aubépine. Donc votre miel d'acacia, il sera très majoritairement acacia, mais il y aura un petit peu d'aubépine. Il y aura éventuellement aussi un tout petit peu de colza, parce que le colza vient juste avant l'acacia. On peut faire une analyse et montrer qu'on est pratiquement à 95% de la même fleur, sans en être à 100% vrai. Et bon, le cas caractéristique, c'est le cas chinois.
Certaines vallées où ils cultivent des fruits, ils ont tellement traité avec des produits forts qu'il n'y a plus de pollinisateurs. Donc ils sont obligés d'assurer la fécondation des plantes, des fleurs à la main. Sachant que dans la nature actuellement, il y a de moins en moins de pollinisateurs. En pollinisateurs, on peut citer les papillons, on peut citer les bourdons, on peut citer certaines mouches. Donc tous ces insectes sont utiles si on veut avoir des fruits, parce qu'en fait tout ce qu'on mange c'est quasiment que des fruits, quoi. Vous prenez un concombre, à un moment ça a été un fruit, ça a été une fleur. Un melon, une pastèque, c'est pareil. Les haricots verts, c'est la même chose. Donc tout ce qu'on mange est issu d'une pollinisation par un insecte pollinisateur. Et il y a de moins en moins d'insectes pollinisateurs. Donc l'abeille est encore celle qui résiste le moins mal. Pourquoi Mété-Péronne s'est engagé là-dedans? Alors c'est vrai que quand on a vu arriver le concept de RSE et qui commençait à se propager au sein du monde économique, on a beaucoup, je crois, écarquillé les yeux, ouvert la bouche et tourné le concept dans tous les sens, et finalement on est beaucoup passé à l'inaction. Et quand est arrivé Magali avec son idée et accompagné par Jacques Berger et Constructis, on a vite décelé en fait à travers cette action vraiment une démarche qui se déclinait concrètement avec des vraies actions réelles pour les entreprises et pour les salariés. On a vite compris aussi que c'était une démarche accessible aux PME et aux TPE, et c'est ça qui nous a beaucoup plu. On est aussi intimement convaincus que c'est une démarche qui va faire ses fruits et qui va se propager encore, donc on en fait la promotion auprès des autres entreprises qui n'auraient pas encore été piquées, pas par les abeilles mais par la RSE. Et on est aussi intimement convaincus que ça va toucher la commande également, et qu'en ce qui concerne la commande publique ou privée, elles sauront reconnaître et apprécier les efforts de ces entreprises-là, notamment à travers les effets que ça peut avoir sur les opérations de travaux. On y compte beaucoup et on en fera la promotion. Cette action mécénat environnementaux, c'était pour nous à la fois une occasion de se réunir tous ensemble. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a des entreprises qui sont venues en force avec l'ensemble des équipes, notamment, je crois, une ou deux, quasiment toute l'équipe est présente, donc chapeau. Mais c'était vraiment ça l'idée, c'est de se retrouver ensemble et en même temps d'essayer de trouver un moyen de faire parler de cette action qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et sur laquelle on est extrêmement motivé et porteur. Hein. Un grand merci enfin pour l'équipe d'Acta Qualité qui non seulement anime, nous coach, nous fait bouger parce que des fois c'est pas toujours simple et en même temps qui nous supporte. Voilà, merci. Alors on n'est pas parfait, je pense qu'on a encore beaucoup de travaux, beaucoup de chantiers à réaliser pour progresser. Par contre ce qui est évident, c'est qu'on a une vraie volonté de travailler sur des enjeux environnementaux, sociétaux, sur des enjeux financiers également. Et c'est ce qui nous anime et c'est ce qui fait que nos entreprises progressent au quotidien. Je ne tiens pas la pioche, mais je suis quand même du bâtiment et j'en suis fier. C'est pour dire que nos intérêts sont communs et que notre responsabilité les communes dans l'acte de bâtir, c'est une collaboration entreprise, maître d'ouvrage, comme on dit, maître d'œuvre, on a tous le même objectif. Faire en sorte que la société qui accueille nos familles, nos amis, soit saine, soit productive, qu'elle soit agréable, maintenant et pour le futur surtout. On a cette responsabilité sociétale qui s'apparente à une éthique culturelle pour justement préparer l'avenir. Et c'est un peu, sans doute, une conception qu'on peut appeler écologique, mais au sens où l'écologie, c'est la science des conditions d'existence ensemble. Alors je me dis, si on invente le RSE dans notre société, c'est qu'effectivement, elle est sans doute en péril. Hein. On a tous en idée le changement climatique. D'ailleurs, l'auteur Jared Diamond parle de quatre facteurs qui causent la chute des civilisations. C'est les changements climatiques, les problèmes environnementaux, les partenaires commerciaux difficiles et les voisins hostiles. Ne sommes-nous pas dans cette configuration-là? Mais il dit très bien que c'est la manière dont les civilisations ou ces sociétés ont su résoudre ensemble les problèmes environnementaux qui les ont permis de se sortir des situations. Les Mayas sont tombés à cause de ça, les Vikings aussi. Par contre, les Papous ont résisté grâce à leur changement d'agriculture. Les Japonais, au moment de l'ère Edo, ont su gérer leurs forêts
et ont évité de prendre de plein fouet à la fois les changements climatiques et leurs problèmes environnementaux. Donc c'est bien une certaine forme d'optimisme. Dans le passé, on a su faire, donc maintenant, quand j'entends parler d'agroforesterie, je me dis, bon ben voilà, j'ai toutes les chances d'être heureux dans le futur parce que on a les moyens de prendre en main nos soucis environnementaux. On a su faire par le passé et on saura le faire grâce aux actions qui sont menées par vous tous ici présents. Merci. Mon arrière-pensée, c'est que la responsabilité sociétale des entreprises, c'est une approche globale de l'acte de construire dans un système économique. C'est-à-dire qu'on est censé développer une activité commerciale, une activité de production, avec des ressources qui s'amenuisent et qui coûtent cher. Et j'ai essayé par un autre biais, celui de l'agriculture et de l'agroforesterie, de montrer que c'était aussi les mêmes problématiques qui se posent sur du milieu agricole et que c'est de la responsabilité de tout un chacun et de nos territoires de non seulement diminuer, mais même là on nous a parlé de résilience aujourd'hui. Donc, ce qui signifie qu'on n'est plus seulement dans l'acte de réduire, mais de stopper, voire de revoir complètement nos modes de vie. C'est assez impressionnant, on a eu une conférence très technique, mais je pense qu'il en restera quand même quelque chose, même auprès de gens qui ne seront pas très à l'aise avec cette culture. Ma présentation aujourd'hui ne va pas aborder des aspects vraiment techniques dans le fonctionnement fin des systèmes agroforestiers, mais plutôt d'essayer de balayer les grands plans. L'agroforesterie, c'est quoi initialement? Bon, c'est un terme générique. Je réassocie deux composantes qu'on a eu tendance à dissocier, la forêt d'un côté, la culture pure de l'autre. C'est bien les systèmes qui associent arbres et culture, ou de l'élevage. Ça peut être en grande culture, ça peut être en élevage, en maraîchage, en vigne. Ces systèmes-là ont toujours existé, on les redéveloppe aujourd'hui. À l'origine de nos sols agricoles, et à peu près pour 95% de nos sols, on a la forêt, c'est-à-dire que la fertilité de nos sols, la capacité d'un sol à produire, que ce soit l'alimentation, la biomasse, vient de la forêt, donc vient du végétal et toutes ses composantes. Et à l'origine des déserts, on a l'homme. Les déserts aujourd'hui gagnent nos campagnes, et même en France. Quel était un peu, en résumé, le message que tu voulais faire passer cet après-midi? La difficulté de l'exercice, c'était finalement de traiter deux choses en même temps. Une sensibilisation sur ce qu'est l'agroforesterie en milieu rural, c'est-à-dire un milieu agricole où on a de la terre disponible, on peut avoir du végétal à profusion, on peut mécaniser tout ça, et d'essayer de sensibiliser sur cette transposition dans l'espace urbain, c'est-à-dire de la production du végétal dans l'espace urbain. Alors c'est un exercice qui est un peu difficile parce que l'espace urbain est contraint, mais de vraiment arriver à faire ce pont sur des grands fondamentaux qui reposent, eux, sur des choses bien éprouvées avec les agriculteurs dans le domaine de l'agriculture. D'arriver à initier à quelque chose qui finalement se fait tout seul. La production du végétal se fait toute seule.